Alors, question plus pour rentrer dans le sujet. Qui ici a déjà des stocks de nourriture chez lui ou alors qui travaille son potager pour avoir d'autonomie alimentaire? Pas mal. 10-15%. Donc vous avez lu mon livre. Et qui est capable de se défendre ou qui possède légalement une arme à feu ici, par exemple? Ah, ok. Le public n'est pas filmé. Hein. Non, légalement, vous avez le droit en France. Et qui ici a une grosse partie de sa fortune placée en or ou en argent physique? Mais non, levez pas la main. Vous allez être repéré. Très bien. Alors je vais essayer de faire court d'une part pour ceux qui connaissent déjà un petit peu mon discours, eh bien vous le connaissez, mais pour les autres, c'est toujours intéressant d'introduire un petit peu malheureusement les mauvaises nouvelles que parfois je sens beaucoup de responsabilité à toujours apporter des mauvaises nouvelles, donc je dis toujours ne tirez pas, enfin vos risques et périls, ne tirez pas sur le messager, mais assimilez ces informations, ne les croyez pas, je dis toujours ne croyez pas ce que je dis, vérifiez par vous-même. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on devrait tous apprendre à faire tout le temps, de vérifier les informations, vérifier ce qu'on entend, pour ceux qui ont encore la télévision, s'il y en a encore dans cette salle, j'espère que non, ou qui écoutent les sources des médias officiels, la Pravda. Je crois pas, je crois que si vous êtes ici, vous avez déjà passé un certain cap de votre capacité à être, d'avoir le doute, le doute sain et capable de trouver les bonnes informations. Alors, je dis toujours dans la première partie, j'essaye d'expliquer des données qui sont empiriques, des données qui sont relativement peu discutables. Je suis toujours ouvert à les remettre en question si des nouvelles informations prouvent le contraire. Et d'ailleurs, comme je le dis toujours, je souhaite vraiment me tromper. Je souhaite que toute ma thèse et tout ce que j'explique, tout ce que j'ai écrit soit faux. Malheureusement, j'ai eu quelques petites attaques récemment, mais plus sur des éventuelles fréquentations que j'aurais pu avoir, mais pas sur le contenu. Malheureusement, pas sur les données brutes. Et les données brutes sont les suivantes. Nous sommes à la convergence de phénomènes lourds qui vont amener à des catastrophes sociétales très importantes. Et ces phénomènes lourds, on pourrait les grouper sous trois grands ensembles, trois grands groupes. Le premier, c'est que nous sommes face à, parce que nous sommes 7 milliards, bientôt 8, une croissance finalement démographique très très forte et exponentielle au cours des 2 derniers siècles de développement humain, essentiellement grâce à la médecine, mais surtout grâce aux utilisations des énergies fossiles. Et lorsque l'on parle de la matière, la ressource qui est fondamentale dans tous les aspects de notre vie moderne, de tout ce qui nous entoure, de tout ce que l'on porte, de tout ce que l'on mange, de tout ce que l'on consomme, c'est bien sûr le pétrole. Et nous remarquons que nous avons atteint ce pic de pétrole. Et les conséquences de la raréfaction inévitable du pétrole bon marché vont avoir des conséquences très très lourdes sur nos modes de vie, et avant cela sur l'éventuelle croissance économique de tout notre système qui ne pourra plus croître. Et nous le voyons, toute la philosophie fondamentale de notre système économique est basée sur la croissance. Le dogme, que je trouve de plus en plus être un dogme religieux dans lequel nous vivons, on pense toujours être dans des sociétés laïques. Que nenni, nous sommes dans des sociétés hyper religieuses. Simplement, ce n'est plus de religions traditionnelles, ce sont des religions avec des dogmes de progrès, des dogmes de la croissance, des dogmes de la croissance infinie. Mais ce n'est pas possible d'avoir une croissance infinie dans un monde où les ressources sont limitées et que nous consommons de plus en plus vite, parce que, pour ceux qui ont lu mon livre, vous voyez la différence entre exponentielle et linéaire maintenant. Eh bien, cette consommation va nous amener à toucher ces limites de plus en plus vite. Le deuxième gros facteur qui nous amène, à mon avis, inévitablement à une phase de transition qui va être extrêmement dure et pénible, c'est ce que j'appelle l'effondrement écologique. Encore une fois, je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais peut-être j'espère avoir bien synthétisé beaucoup d'écrits et d'informations sur le sujet. C'est-à-dire que, également par notre mode de consommation, nous produisions énormément de déchets. Ce déchet il peut être sous forme d'ordures, de pollution, de gaz éventuellement à effet de serre. Tous ces déchets, cette pollution commencent à détruire
de manière de plus en plus proche, parce que jusqu'à présent c'était loin. On parlait de la Guyane tout à l'heure, on parlait moi je connais assez bien, enfin, j'allais dire très très bien l'Afrique, mais enfin il faut être modeste, je connais bien l'Afrique, mais un peu l'Asie, et j'ai vu les effets dévastateurs de la pollution, des déchets qui se déversent, et sur le mode de vie de nombreux peuples, de nombreux pays à travers le monde. Et c'est en train de nous rapprocher, c'est en train de se rapprocher parce que nous utilisons toutes les ressources liées au sol, liées à l'utilisation de l'eau potable, liées à la pêche. Et nous commençons à avoir des niches écologiques qui s'effondrent. Et comme tout est lié, je pense que vous vous en rendez compte, je prends toujours l'exemple pour montrer que c'est lié de la piraterie en Somalie, parce que c'est fascinant. J'ai un ami qui, son métier, c'est de protéger les bateaux qui vont de Suez jusqu'à quelque part dans l'océan Indien. Donc il y va armé, etc. et il déforme les trucs. D'où vient la piraterie? Alors on nous explique, oui, c'est des méchants pirates. Bon. Il faut commencer par Naples. Naples, Camorra, dont une des spécialisées, c'est la gestion des produits toxiques, qui gère une grande partie, à très bas prix évidemment, l'élimination des produits toxiques des industries européennes notamment. Qu'est-ce qu'ils font avec ces produits toxiques? Ils les mettent dans des bateaux. Ces bateaux, c'est des vieux rafios, souvent c'est des Liberty Ships de la Deuxième Guerre mondiale en fin de vie. Ils les amènent dans un endroit du monde où personne ne regarde, où personne ne sait. Comme ça, comme par hasard, après l'invasion, enfin, l'aide humanitaire, invasion, je sais plus, américaine début des années 90, la Somalie est un pays sans chef, sans gouvernement, en chaos. Qu'est-ce qu'ils font? La Camorra, la mafia donc, de Naples, eh bien, ils coulent le bateau au large des côtes. Évidemment, les fûts commencent à fuir. Les côtes sont toxiques, il n'y a plus de poissons, les pêcheurs, ils ont une Kalachnikov, il n'y a plus de poissons, et ils ont un bateau. Et ils font de la piraterie. Et donc ça nous retombe sur la tronche, où maintenant nous finançons par nos budgets, etc., des équipes de lutte contre cette piraterie. C'est un simple exemple pour montrer à quel point toutes les choses sont liées. Bref, vous voyez l'emboîtement qui commence entre les différents phénomènes. Donc effondrement par manque de ressources, structurellement, économiquement, on ne va pas pouvoir tenir avec la structure actuelle sans ressources. D'un autre côté, effondrement par niche écologique et par effet induit de ces effondrements, manque d'eau potable, manque d'eau pour les cultures, appauvrissement des sols, baisse de la productivité par hectare dans le monde de plus en plus forte. Et troisième élément fondamental de cette convergence de facteurs lourds, ça, c'est notre petite création à nous, comme des grands, comme des petits humains évolués, c'est tout l'aspect financier de la dette. Nous avons créé, en réalité, depuis 30 ans, une économie, en tout cas en Occident, qui s'est d'une part totalement désindustrialisée et qui a exporté pour des profits à court terme, évidemment, toute notre structure, notre savoir-faire industriel, qui était quand même basé sur plus que 200 ans de révolution industrielle, mais même sur l'artisanat de base qui est ancestral. Nous l'avons exporté de plus en plus. Alors bien sûr, ça fait plaisir à l'Inde, à la Chine, à la Roumanie, etc. C'est des pays que j'aime bien d'ailleurs. Mais enfin, ça ne fait pas du bien au Creusot, à Saint-Nazaire et dans les industries lourdes qu'il y avait traditionnellement ici. Et là-dessus, nous avons remplacé la perte de PNB par du service. Alors au début, vous vous souvenez, Thatcher, Reagan, etc., même Mitterrand, grand libéral, eh bien voilà, il fallait du service, parce que le service c'est bien, on va se couper les cheveux les uns les autres. Bon, moi je suis pas un bon client, non plus je crois, mais enfin, si. Et moi il ne repose pas. Donc voilà, qui coupe le cheveu à l'autre, qui lave la voiture à l'autre, qui fait du service dans les entreprises. L'autre jour je me baladais à 4h du matin à Paris pour sentir un peu la ville, pour voir qui c'est qui bosse le matin. Très intéressant, on va peut-être en reparler. Et bon, on voyait, voilà, c'est ça le service. C'est je te nettoie ta bagnole, je te nettoie tes bâtiments, etc. Il y a une utilité, certes, mais il n'y a pas une immense création de richesse. Et tout ça, c'est basé sur le fait que la société est à la fois riche et il y a des flux d'énergie. Là aussi, on commence à se lire. Et cette économie des services, elle s'est en fait créée, et on s'en rend compte maintenant, c'était moins évident à l'époque, par la dette. Nous sommes hyper endettés à titre privé, à titre d'entreprise, à titre du système financier, et à titre national et de l'État, pour pouvoir continuer à avoir de la paix sociale et de la croissance économique. Cette dette, elle commence à devenir gigantesque, surtout dans la plus grande économie mondiale, qui est encore les États-Unis. Et ensuite,
dans les plus modestes économies européennes, enfin tout de même qui dans leur ensemble pèsent aussi pour une économie assez importante dans leur ensemble dans le monde. Et on commence à découvrir que même des pays comme la Chine, si au niveau national n'ont pas beaucoup de dettes, au niveau des régions et des collectivités urbaines ont également de la dette. Et on se rend compte que finalement le monde entier est en train de croître à crédit, et que ce crédit, il faut le payer maintenant. Il faut payer les intérêts et le principal. Et ça ne va pas être possible, parce qu'il n'y aura pas de croissance. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour gagner du temps, on imprime de la monnaie. Alors pour ça, vous connaissez sans doute Pierre Jovanovic, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui m'a beaucoup illuminé dans ses émissions de radio, par exemple. Mais clairement, il commence à y avoir beaucoup d'experts qui tirent la sonnette d'alarme, peu de journalistes, mais beaucoup d'experts qui commencent à dire là, on est en train d'aller vers l'effondrement du système financier. Effondrement du système financier qui reste, puisqu'on est dans une économie de service, qui est l'essentiel de notre économie aujourd'hui. Et donc, bien que ce soit artificiel, c'est quand même ce qui nous permet d'avoir des salaires, des comptes en banque, etc. Il y aurait des solutions, comme il y aurait des solutions aux autres problèmes que j'ai cités. Mais là, nous faisons face aussi à des élites économiques, politiques, qui, soit par déni, soit par ignorance, soit par incompétence, ou les trois, ne veulent pas prendre des mesures, ne prennent pas de mesures. Et quel politicien pourrait être élu sur un programme de hyper-austérité, pas comme celle qu'il y a maintenant, mais quelque chose qui se rapproche plus de ce que vivent les Grecs depuis 2 ans, ou pire. Personne ne va se faire élire. Donc, et je pense que nous voyons en ce moment que nous sommes en fait en guerre. Nous sommes en guerre depuis de nombreuses années entre, et c'est à la fois paradoxal parce que nous sommes en guerre et en même temps nous sommes alliés avec les États-Unis. Et je pense que la raison pour laquelle l'euro est en train de s'effondrer, et la zone euro est en train de, par force centrifuge, va exploser à un moment, alors c'est difficile de dire si c'est dans 3 mois, si c'est dans 1 an, mais je pense qu'à la fois nous sommes les harkis des États-Unis de plus en plus, mais en plus d'être leurs vassals, ils sont en train de nous tuer économiquement pour pouvoir gagner du temps et pouvoir survivre un peu plus avec leur dollar, qui est l'élément vital de tout leur système économique, puisqu'ils arrivent à s'endetter à des taux extrêmement faibles, parce que c'est une monnaie de réserve avec laquelle ils peuvent encore acheter du pétrole jusqu'à il n'y a pas longtemps. Maintenant, la Chine commence à acheter du pétrole en yuan. C'est un élément fondamental qui a changé là, ces derniers mois. Et puis, ils peuvent, par le biais de la réserve fédérale, qui, je vous rappelle, n'est ni une banque, ni une réserve, ni fédérale. C'est une banque privée qui appartient à un consortium de banques, Morgan Stanley, Lazard, Rothschild, etc. Bon, et qui peut imprimer à volonté de la monnaie. C'est un super moyen pour s'enrichir. Vous imprimez de l'argent, vous prenez un bout de papier, vous écrivez $1 trilliard dessus, ça vaut $1 trilliard. Et là-dessus, vous touchez des intérêts. C'est extraordinaire comme système comme martingale. C'est mieux que le casino. Et ce système est en train va exploser. Et donc, ils préfèrent que ce soit l'Europe qui explose avant. Après tout, les supplétifs, les harkis sont là pour être sacrifiés, malheureusement. C'est comme ça que ça fonctionne. On devrait s'en souvenir. Et donc, ça, c'est l'élément qui est le troisième élément lourd. Et on le sait tous, lorsque l'on voit la dette, par exemple, des États-Unis, qu'aujourd'hui, rien que pour l'État fédéral est de 16 trilliards. Donc 1 trilliard, c'est 1000 milliards. Et donc 1 trilliard, si on amoncelle des billets de $100 les uns accrochés à l'autre, ça fait une pile de 100 km. Okay. C'est juste inimaginable pour l'esprit humain. C'est pour ça que personne ne remarque, même quand la Banque Centrale Européenne dit on va imprimer de manière illimitée pour soutenir les banques. On soutient les banques, hein, pas les gens qui ont de la peine à finir le mois, bien sûr. Donc, c'est des chiffres tellement gigantesques que ça ne nous choque même plus, on en rigolerait presque. Mais on va devoir le payer, ça. On va le payer avec nos impôts, on va le payer avec les chômages, on va le payer avec... D'ailleurs, le pire, c'est qu'on va faire de l'austérité qui, en plus, ne va pas amener de la croissance. Et déjà aujourd'hui, nous sommes en récession. Il ne faut pas croire les chiffres magouillés qu'on vous donne. On vous donne, oui, on est à 0,1% de croissance. On est à -2, -3, -4. Et on nous dit, non, mais il n'y a pas d'inflation. C'est vrai que l'inflation, elle est relativement faible. Je suis très étonné, mais c'est parce que l'argent ne finit pas dans les circuits économiques. Il tourne entre les banques et les banques centrales pour essayer de nettoyer leur bilan. Enfin, la dette s'accumule. Et nous n'avons pas la capacité de payer cette dette.
à moins d'avoir de la croissance. C'est ça la clé du jeu, c'est on va faire de la croissance future pour pouvoir payer nos dettes. Eh oui, mais il n'y aura plus de croissance. Parce qu'il y a de l'effondrement écologique, il y a de l'effondrement de tout ce qui va permettre de soutenir la population dense et dans des systèmes complexes dont on reparlera. Et puis il n'y aura plus les ressources naturelles pour permettre cette croissance. Même l'économie verte, on va remplacer les centrales nucléaires ou le pétrole par de la production électrique. Mais combien de millions d'éoliennes vous allez mettre en place et où? Et qui va trouver les matières premières pour les fabriquer? Et même dans une économie sans pétrole, qui c'est qui va forger les axes en titane des éoliennes avec du feu de bois, avec on arrive aussi à des problèmes physiques de substitualité, on ne peut pas le substituer. On va devoir changer de monde. Et ce changement, on va soit l'accepter, soit le subir. Vous êtes 200 ici ce soir, dehors, j'ai 20 000 lecteurs de mon livre, si on rajoute les gens qui sont un peu dans la même mouvance, allez, on peut quadrupler, peut-être qu'il y a 100 000 personnes en France qui sont conscients du problème, vraiment, et qui bougent, qui font quelque chose, pour les 60 millions autres. Ça va mal se passer, on va le subir cette transition. La première grande question qu'on doit se poser, et c'est là où commence ma thèse, jusqu'à présent, je pense avoir énoncé des faits qui sont chiffrés dans mon livre, mais que vous pouvez vérifier et trouver par vous-même relativement facilement en ligne ou ailleurs. Eh bien, la première question, c'est comment vont réagir nos sociétés consuméristes occidentales, pour être vastes, mais en ce qui nous concerne, françaises et parisiennes. Moi, je crains, c'est là où les gens pensent que je suis pessimiste, mais je crains d'être vraiment réaliste, c'est que parce que nous sommes dans une culture, dans un monde qui est devenu hyper individualiste, basé uniquement sur la consommation, le paraître, et au fond, la notion d'avoir tout de suite, qui est également due au crédit, mais qui est aussi basée sur une éducation libertaire. Et moi-même, je suis très attaché à la liberté, mais j'ai des enfants, et je sais à quel point il faut être strict et dur avec eux pour qu'ils soient raisonnables plus tard. Et c'est parfois cruel, et c'est la facilité, c'est comme dans toute chose. Lorsque c'est facile, voilà, on suit le chemin avec le moins de résistance, eh bien, malheureusement, le résultat, c'est souvent la catastrophe. Et nous sommes dans des sociétés qui, à mon avis, sont collectivement incapables d'avoir de l'empathie les uns envers les autres. Et le résultat du manque d'empathie en cas de crise, par définition, c'est de devenir psychopathe. Et je crains que de sociétés, et je développe ça assez en longueur dans mon livre, de sociétés où nous sommes collectivement en psychopathe et en déprime, nous risquons très très fortement de tomber dans la violence le jour où on va nous retirer ce qui nous permet de vivre dans la manière dont nous sommes habitués. Confort, transport, chaleur d'hiver et nourriture. Nourriture parce qu'elle ne pousse pas dans les supermarchés. La nourriture, elle est acheminée par pétrole, par camion, par toute une chaîne de transport juste à temps, just in time, en flux tendu, sans stock. Et le jour où ça tombe, et il faut espérer que ça ne tombe pas en 24 heures, et qu'on ait le temps de se retourner, le temps de nous préparer, si cela devait arriver, comment est-ce qu'on se trouve dans une ville comme Paris? 12 millions d'habitants, ça va être très très dur. Et ça va vite devenir très violent. Alors, la deuxième grande question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plein de solutions. Nous pouvons militer, vous pouvez faire de la politique, vous pouvez changer le monde, petit à petit, mais est-ce qu'on en a le temps? D'autres me parlent de technologie. Certes, on peut économiser des ressources, les recycler, trouver des nouvelles applications. Je suis beaucoup plus sceptique quant aux nouvelles sources d'énergie. L'énergie, il n'y en a pas beaucoup comme source. Ensuite, est-ce qu'une solution technologique peut être appliquée de manière industrielle à, par exemple, 1 milliard de voitures dans le monde en quelques années? Et moi, je crains que l'effondrement, qui, à mon avis, a déjà commencé sous plusieurs phases, on voit par exemple que les tambours de la guerre sont en train de battre à travers le monde. Parce que la guerre, c'est une super solution pour se sortir de ces emmerdes. Ça focalise les populations, on montre un ennemi,
inventé ou pas, on s'en fout. On voit en ce moment à quel point ça... On sent bien qu'il y a des gens qui aiment bien remuer la merde, là, en ce moment, avec les dessins, les machins, tout ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de la merde, mais on aime bien la remuer. Enfin, ne me méprenez pas non plus, hein, enfin bref, on en discutera. Mais on sent bien qu'il y a de la manipulation dans l'air depuis de nombreuses années. Kadhafi c'était notre copain, puis d'un coup, ah non, attention, il fallait lui prendre son pétrole. Pareil pour Saddam Hussein avant, etc., etc. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe depuis quelques années. C'est pas Mugabe au Zimbabwe qu'on va emmerder. C'est là où il y a du pétrole. Et ce, depuis les années 80, si vous regardez l'histoire longue. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors ça peut précipiter l'effondrement, ça peut le ralentir, ça peut nous précipiter dans des choses bien plus horribles que simplement un effondrement économique. Difficile à dire, et je ne suis pas prophète, donc je ne sais pas. Mais je crains, je pense, je le sens au fond de moi-même, vous pouvez avoir une opinion divergente, ça va très bien, que nous avons au maximum une dizaine d'années pour faire cette transition. Tant au niveau personnel qu'éventuellement politique et certainement économique, au mieux. Mais ce que je pense fondamentalement, c'est que si vous comptez sur les autres pour vous en sortir, vous risquez d'être déçus. Si vous attendez que les politiciens, la classe politique, on va dire, qui dirige votre pays, alors pardonnez-moi en tant que Suisse de dire des méchancetés sur la France, excusez-moi d'avance. Enfin, la classe politique que vous avez en France, enfin la nôtre n'est pas meilleure, mais la classe politique que vous avez en France depuis 40 ans, qui est au pouvoir en tout cas, je crains qu'elle ne soit pas excessivement bienveillante envers vous, ni qu'elle n'en a rien à foutre, pour être très cru et clair. Ensuite, j'espère me tromper, et certainement je généralise, donc excusez-moi si vous nous entendez, que vous êtes quelqu'un d'honnête et intègre, et que vous croyez vraiment dans le bien commun. Mais en tout cas, le constat que je fais de l'extérieur, malheureusement, il est plutôt négatif. Et donc, plutôt qu'attendre que ce soit les autres qui viennent vous sortir et que vous soyez tout le temps dans une approche d'assister, ce qui est assez indigne pour l'être humain d'ailleurs, d'être assisté. Pour les enfants, ça va. On a ici un très jeune auditeur dans la salle, mais lorsque vous êtes bébé, c'est normal, vous avez besoin de votre biberon. Lorsque vous avez 40 ans, le biberon, il faut que ça s'arrête. La maman, elle n'est plus là. Vous êtes des hommes libres ou vous êtes des assistés à vie, multigénérationnels. Les mecs, il faut se réveiller ici, hein, dans ce pays. C'est un peu l'Union soviétique parfois. Il faut être digne, il faut être droit. Et vous avez une histoire, grande histoire en France. Vous avez un génie dans ce pays. Mais ça va revenir seulement si vous travaillez sur vous-même. D'abord dans votre tête, et ensuite dans ce que vous pouvez faire au quotidien. Alors beaucoup y voient, j'en fais partie, de l'humilité et du courage. Après, c'est une question de point de vue. Hein. Oui. Mais comment vous voyez ces futures années? Oui, la crise qui va en puissance, qui va aboutir à un effondrement du système, va aboutir à d'abord un effondrement du monde qui nous entoure, dans ce sens que les gens qui sont habitués à un ronron de la société de consommation vont se retrouver à poil. En gros, enfin quand je dis à poil, en dehors des vêtements qu'ils porteront, ils vont être complètement perturbés et paumés. Et je les comprends moi-même. Quand ça arrivera, je ne serai pas fier, hein. Mais simplement je sais que ça arrive. Donc Piero San Giorgio le sait, Alain Soral le sait. Donc on a ce petit quelque chose en plus qui fait que on sait qu'on va en ramasser plein la gueule. Donc il y a déjà une préparation psychologique. Mais ce qu'on va connaître, je le résume toujours avec 2 titres de films, c'est La Guerre du Feu et Mad Max. Guerre du Feu pour le côté brutal, vraiment à l'image préhistorique, et Mad Max pour la folie et les moyens techniques. Voilà, c'est qu'on va vraiment... Vous avez quelques images en tête, ça peut être le chaos, des embouteillages partout, plus d'essence. Oui, c'est guerre, c'est... c'est les magasins qui vont être pillés, les magasins alimentaires, les massacres, les viols, les assassinats en tout genre. L'homme est un loup pour l'homme. Et là, croyez-moi, les droits de l'homme, ils vont pas peser lourd. D'abord, je n'ai jamais cru aux droits de l'homme, dans ce sens que, au centre des choses, en tant que catholique, c'est pas l'homme qui est au centre des choses, mais Dieu, et que l'Église n'est que l'épouse mystique, le bras droit.
Mais là, vraiment, on va voir la nature humaine dans toute son horreur. C'est-à-dire que, mis à part quelques personnes qui resteront encore civilisées dans leur comportement, malheur aux malades, aux faibles, à ceux qui ne courent pas, qui ont des problèmes de santé. Enfin bref, malheur à tout ça, parce que eux, ils dégageront. En fait, ça sera la loi de la nature. La loi de la nature comme dans la savane. Hein. Le lion, la gazelle qui a la patte brisée, terminé, il dégage. Et donc toute personne qui présentera des faiblesses psychologiques, physiques, sera éliminée. Là, à ce côté-là, resteront que les gens solides. Ceux qui auront échappé aux bombes, etc. Ou à la fin, ce sont ceux qui seront psychologiquement les plus solides. La nature va trier. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Quand votre entourage vous écoute, comment ils réagissent? En gros, ils sont acquis à la chose. Et ils sont quand même inquiets parce que j'ai des sœurs qui ont des enfants. Et que moi, à titre personnel, ça m'effraie de voir mes neveux et nièces charmants, que j'aime beaucoup, qui vont malheureusement connaître une période noire. Et j'avoue que ça me... En fait, j'ai peur pour eux, pas pour moi. Enfin, j'ai une pensée pour eux et c'est une douleur qui m'étreint. Donc vous faites du souci pour les plus faibles. Oui. Vous pensez qu'il y a des solutions? Non. Aucune? Non. Alors évidemment, sauf celui qui vit perdu dans la lande bretonne a peut-être une chance. Mais toute personne, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Il faut arrêter de se... Hein. Bon. Toute personne faible psychologiquement, c'est-à-dire les minets, ceux qui regardent Justin Bieber et des conneries de ce genre, mis à part quelques-uns qui se réveilleront, parce qu'il y a toujours, même dans les minets, une âme forte qui peut, résider, qui fait que face à l'épreuve, la personne se réveille. Mais mis à part ces quelques personnes, la plupart, les petits minets qui chialent pour des conneries de Justin Bieber et autres, ça va être l'effondrement. Ceux qui sont habitués à se droguer, terminé. Ceux qui sont habitués à picoler, terminé. Ceux qui sont fragiles, ils vont s'écrouler, sangloter, ben, ils seront éliminés. Tout simplement. Voilà. Et c'est ceux qui seront psychologiquement les plus solides, physiquement les plus solides, et qui auront aussi un peu de chance, parce qu'on peut avoir ces qualités-là, mais si une bombe atomique vous tombe dessus, ça ne change pas grand-chose. Mais si vous avez un peu de chance, vous avez une chance de durer. Pour le reste, ils dégageront. Vous pensez qu'on est dans une phase de l'histoire comparable, voire même pire? À l'époque que nous vivons, et nous sommes qu'au début, est extraordinaire. Mais quand je dis extraordinaire, je crois même qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on va connaître. Dans l'histoire de l'humanité, on dit qu'il y a eu le déluge. Mais aujourd'hui, je crois qu'on va... Non, on vit une époque extraordinaire. Vous êtes heureux de la vivre ou vous auriez préféré vivre une époque plus paisible? J'avoue que je balance un peu entre les deux. Il y a des moments où j'aurais aimé vivre une période plus sereine. Mais en même temps, il y a le côté, entre guillemets, excitant de voir une époque extraordinaire. On va passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Simplement, il va y avoir entre les deux un filtre qui va éliminer, il ne faut pas avoir peur des mots, une partie de l'humanité. Parce que ça va se terminer en guerre. Hein. Bon. Le monde serait frappé par surprise. Le système de communication connecté à la flottille de sous-marins américains de classe Ohio serait le premier à recevoir l'ordre. En patrouille dans les profondeurs des océans Atlantique et Pacifique, ils sont indétectables.
Sur les 18 sous-marins, 14 sont équipés de 24 missiles Trident chacun, Trident 1 et Trident 2. Les 4 autres sont armés de 154 missiles de croisière Tomahawk, pouvant être équipés d'une ogive nucléaire. L'ensemble de la flottille représente la moitié de l'arsenal thermonucléaire des États-Unis. Un seul missile Trident 2 peut contenir jusqu'à 8 ogives nucléaires, embarquées sur un engin à multiples têtes nucléaires indépendantes, appelé MIRV. Une seule ogive W88 libère l'équivalent de 475 tonnes de TNT. Dans le cas d'un déploiement total, les États-Unis ont la capacité de lancer environ 400 missiles, équipés de 6 à 8 ogives chacun. À compter du lancement, il faut moins de 10 minutes au SLBM pour atteindre sa cible, ou tout juste 5 minutes s'il est propulsé sur une trajectoire en dépression. Cela ne laisse que peu de temps pour réagir. Les premières lignes de radar en Russie, en Chine et ailleurs détecteront immédiatement la pluie de missiles. Ils pourront déterminer leur trajectoire et leur cible. Les minutes se transformeront en secondes. Ce n'est pas un test. Ce n'était pas prévu. Les systèmes de contrôle et de commande de l'arsenal nucléaire russe, établis sous l'ère soviétique, ne laissent que peu de temps pour écarter ou pour retarder une riposte totale. En 50 secondes, le missile atteint le sommet de sa trajectoire au-dessus de l'atmosphère terrestre. Il est à vitesse maximale. Puis son moteur s'arrête. Le dernier étage éjecte les ogives en même temps que les leurs. Au sol, les systèmes radars sont dépassés. Ils ne parviennent pas à les différencier l'un de l'autre. Au moment où ils pénètrent dans l'atmosphère, les leurres brûlent et les ogives entrent dans leur phase terminale. Il leur faudra moins de 180 secondes pour atteindre le sol.
that goes off in full in the first shot. Now you have in the submarines, you have the warheads you have not yet discharged. Those go along the way as a second wave. After that, you're pretty much out of weapons. After which, most everybody is dead. Most logistical systems are dead, non-functional. You have a situation where the effect of this kind of firing creates a continuing effect which may go for several years. Now, instead of having one bomb, which is really it's a nuclear super bomb with thermonuclear implications. Now, imagine you have the same kind of thing, or less, and you have not one big bomb. You have a whole barrage of such things. The exchange involves Russia. It involves China, which has a very significant thermonuclear arsenal. It implicitly involves India. It involves the United States. It involves the extermination, virtually, of Western Europe. And this is what Obama represents. It's what he's intended. This is the end of civilization. The flash was unimaginably bright. As the rain fell, the wind grew stronger and stronger, and suddenly, probably because of the tremendous convection set up by the blazing city, a whirlwind ripped through the park. They all felt terribly thirsty, and they drank from the river. At once they were nauseated and began vomiting, and they retched the whole day. Others were also nauseated, probably because of the strong odor of ionization and electric smell given off by the bomb's fission. It was very crowded, and to distinguish the living from the dead was not easy, for most of the people lay still with their eyes open. You reached down and took a woman by the hands, but her skin slipped off in huge glove-like pieces. Those who had their faces upturned when the bomb went off, they were all in exactly the same nightmarish state. Their faces were wholly burned. Their eye sockets were hollow. The fluid from their melted eyes had run down their cheeks. Their mouths were mere swollen, pus-covered wounds, which they could not bear to stretch enough to admit the spout of a teapot. La population mondiale est actuellement de 7 milliards d'individus. L'arsenal nucléaire global représente approximativement 5000 mégatonnes. À la suite d'une confrontation nucléaire générale et des pertes immédiates en vie humaine causées par l'impact,
ainsi que par la dévastation des territoires alentours, les conséquences sociales, climatiques et environnementales dureraient pendant des années. Les projections de poussière et de fumée provenant des villes en flammes et des autres lieux touchés seraient équivalentes à une éruption volcanique, mais sur une période de temps beaucoup plus longue. Un conflit nucléaire régional, mobilisant seulement 0,03% de l'arsenal nucléaire mondial, pourrait injecter 1 à 5 millions de tonnes de poussière de carbone dans l'atmosphère. Une attaque au printemps ou en été, ou une attaque dans la région subtropicale, provoquerait inévitablement le réchauffement rapide des injections de fumée qui absorberaient les ondes radioactives courtes et s'élèveraient. Il ne faudrait qu'une semaine à tout ce qui n'a pas été immédiatement nettoyé par les pluies noires pour atteindre la troposphère et la couche supérieure de la stratosphère et y stationner pendant de nombreuses années. Les nuages de fumée et l'absorption des particules résiduelles entraîneraient une baisse générale des températures à la surface du globe. Alors qu'un conflit nucléaire régional pourrait faire chuter la température globale de 2 degrés Celsius, une confrontation nucléaire à grande échelle la ferait chuter de 7 degrés, ou plus. Au milieu du dernier âge glaciaire, il y a 18 000 ans, la température était de 5 degrés inférieure à la nôtre. Une baisse de 2 degrés plongea dans la famine des milliards d'êtres humains vivant loin des lieux directement touchés. Les saisons pour les cultures agricoles seraient réduites de 3 semaines, anéantissant les récoltes. Un changement de 5 degrés suffirait pour réduire à néant toute l'agriculture canadienne. Si les réserves mondiales de céréales n'étaient pas détruites par l'échange initial, elles ne dureraient de toute façon que 71 jours. Et il faudrait compter avec la destruction partielle ou totale des moyens de transport. Le changement climatique brutal perturberait le cycle hydrologique mondial et l'ensemble des précipitations pourrait décroître de 45%. Le niveau de radiation totale pourrait s'élever à la moitié de la dose mortelle pour l'homme. Même dans les régions les plus reculées par rapport aux latitudes du conflit. Si des centrales nucléaires, des usines d'enrichissement ou de stockage de déchets étaient balayées, cela aurait un impact à très long terme sur les survivants. Il ne s'agit là que d'une projection linéaire des conséquences d'une guerre nucléaire. Mais l'on sait que les effets qui ne peuvent pas être calculés sont à peu près aussi importants que ceux que l'on peut prévoir. Dans tous les cas, il y a une très grande incertitude. Depuis 30 ans, de nombreux scientifiques ont essayé, à l'Est comme à l'Ouest, d'estimer les conséquences. Toutes leurs études ont convergé vers cette vision. This is a full-scale commitment to an attack on the entire Eurasian continent, especially the Asian side. And it's a military operation with a full panoply of every kind of weapon for general, essentially a nuclear warfare capability, with all components, submarines, various kinds of ships, a vast accumulation of U.S. troops in that whole region, with auxiliary side in. You're looking at World War III. And nothing less than that.
à la fin de l'année 2011, le président Barack Obama inaugurait le siècle pacifique, ou pivot pacifique, visant à étendre la présence militaire américaine sur les théâtres d'opérations navales des océans Pacifique et Indien. Cette expansion a été perçue comme une tentative de contenir la Chine et d'affaiblir sa souveraineté dans la région par une présence accrue à ses frontières. Le rééquilibrage d'Obama vers le Pacifique implique des plans dont la mise en œuvre est prévue au cours des prochaines années pour établir à Singapour 4 frégates de combat en zone littorale, offrir aux États-Unis un meilleur accès à la base navale australienne de Perth et porter à 2500 le nombre de soldats stationnant à Darwin. Des plans existent également pour porter à 28 500 le nombre de soldats en Corée du Sud, renforcer les troupes sur l'île de Guam, dans les Philippines, au Japon, et pour maintenir le déploiement actif de ces porte-avions. La Chine a répondu à cette présence accrue des États-Unis dans le Pacifique par la stratégie anti-accès, visant à maintenir ses adversaires hors des territoires stratégiques longeant la frontière chinoise, particulièrement en mer de Chine orientale. De plus, la stratégie pacifique des États-Unis prévoit également la mise en place d'un bouclier antimissile en Corée du Sud, au Japon et en Australie, faisant face à l'Asie et au Moyen-Orient. En réponse à ce qui est vu comme une course à l'armement, la presse chinoise a indiqué qu'afin d'assurer sa sécurité, la Chine allait accroître son arsenal nucléaire et développer des sous-marins d'attaque nucléaire équipés de missiles balistiques capables de détruire les systèmes de boucliers antimissiles américains. Plus tard, au cours du printemps 2012, plusieurs avertissements ont été lancés sur le fait qu'un tel système antimissile forcerait la Chine à changer sa politique nucléaire traditionnelle. Si elle était menacée, elle pourrait revoir sa politique qui exclut toute première frappe et considérer l'éventualité d'une attaque nucléaire. We've begun a review that will identify our most important strategic interests and guide our defense priorities and spending over the coming decade. So here's what this region must know. As we end today's wars, I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia-Pacific a top priority. As a result, reductions in U.S. defense spending will not, I repeat, will not come at the expense of the Asia-Pacific. My guidance is clear. As we plan and budget for the future, we will allocate the resources necessary to maintain our strong military presence in this region. Depuis son investiture en 2009, l'administration Obama a accéléré la mise en place du bouclier antimissile en Europe, malgré la proposition russe de développer conjointement un système équivalent. En mai 2012, l'OTAN a déclaré que la phase 1 du bouclier était opérationnelle. La phase 1 inclut le déploiement de systèmes de défense contre les missiles balistiques le long de la frontière russe. Les États-Unis ont également déployé un radar antimissile en Turquie. En mars 2011, un navire Aegis destiné à la défense antimissile a été envoyé en mer Méditerranée. Il s'y trouve toujours. Un accord a été conclu avec la Roumanie pour accueillir un site américain équipé d'intercepteurs de missiles. D'autres accords ont été conclus avec la Pologne pour y ouvrir un site similaire. L'Espagne a autorisé les Américains à déployer dans la base navale de Rota 4 de leurs destroyers Aegis, équipés de systèmes antimissiles et de missiles Tomahawk, capables de lancer des ogives nucléaires.
réponse à l'inauguration de la phase 1, Nikolai Makarov, le chef d'état-major des forces armées russes, a averti que bien que la coopération entre la Russie et les États-Unis pour un système antimissile commun était une option tout à fait envisageable, la construction d'un bouclier antimissile aux frontières de la Russie était perçue comme une provocation et une atteinte à la sécurité russe. Les militaires envisageraient donc l'option d'une frappe préventive contre les sites américains, avec des missiles tactiques Iskander lancés depuis Kaliningrad, d'une portée allant jusqu'à 400 km et pouvant être équipés de têtes nucléaires. Размещение новых ударных вооружений на юге и северо-западе России. Для огневого поражения комплексов противоракетной обороны, включая развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области, представляет собой один из возможных вариантов разрушения инфраструктуры ПРО в Европе. С учетом дестабилизирующего характера системы ПРО, а именно создание иллюзии нанесения безнаказанного разоружающего удара, принятие решения об упреждающем применении имеющихся средств поражения будет приниматься в период обострения обстановки. Au début du mois de février 2012, en refusant de soutenir la résolution 1973 de l'ONU sur la Syrie, la Russie et la Chine ont indiqué la ligne rouge à ne pas dépasser dans ce pays et implicitement en Iran. Elles ne toléreront plus d'opérations visant à des changements de régime ou des interventions bafouant l'engagement des Nations Unies à défendre la souveraineté des pays et réagiront par l'emploi de la force si nécessaire. Параметры, которые прописаны в этом договоре. Одновременно будет развернута очень широкая работа к тем, чтобы все страны или весь ядерный клуб, который очень обширен сейчас, подключились к этому договору. Мы понимаем, что так нельзя. Я уже не говорю, что в какой-нибудь момент такие действия, которые подрывают государственный суверенитет, могут закончиться вполне себе такой полноценной региональной войной. И даже, никого не хочу пугать, с применением ядерного оружия. Lors de son discours devant la 18e Assemblée des Nations Unies, le président John Kennedy avait averti que même les petites guerres sont dangereuses dans un monde nucléaire. Pour l'instant, l'éventualité d'un conflit mondial a été contenue grâce à l'intervention ferme et préventive des chefs d'état-major américains et des dirigeants politiques et militaires russes. Parallèlement, la dégradation de la situation économique dans la région transatlantique nous conduit vers un effondrement imminent, tandis que la zone eurasiatique bénéficie d'une relative prospérité. Suite aux mesures hyperinflationnistes mises en place en 2008 et continuées sans relâche jusqu'à aujourd'hui, le système économique transatlantique est dans un tel état de ruine qu'il n'est même plus possible de maintenir l'apparence du pouvoir économique qu'il avait 30 ans auparavant. Plus personne ne croit en l'illusion du redressement. De la même façon, l'OTAN n'a plus le pouvoir militaire qu'elle avait pendant la guerre froide. Seuls le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, sur l'ensemble des pays membres de l'OTAN, possèdent un arsenal nucléaire. On estime que la France possède un stock de 300 ogives. La Grande-Bretagne 225, dont 160 têtes nucléaires actives. Ce sont ces trois pays, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, qui, après avoir collaboré pour éliminer le chef d'État libyen, se montrent les plus déterminés à mettre fin au régime de Bachar el-Assad,
quitte à franchir la ligne rouge tracée par la Russie. Cet enthousiasme des Occidentaux se traduit ouvertement par l'armement de groupes terroristes en Syrie. Ils revendiquent le droit d'appliquer les politiques d'intervention humanitaire défendues par le véritable architecte de la guerre en Irak, Tony Blair. Aux États-Unis, Obama est personnellement engagé dans une intense campagne de propagande visant à justifier une intervention militaire en Syrie et au-delà. That a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. That would change my equation. Une telle attaque forcerait immédiatement les grandes puissances que sont la Russie et la Chine à intervenir. Inévitablement, les États-Unis utiliseraient les meilleurs atouts de leur arsenal nucléaire. The trajectory of a ballistic missile launched from the Pacific Ocean or Atlantic Ocean, the normal patrol areas of the Ohio-class submarine, would most likely cross China or Russia, assuming the target to be somewhere in the Middle East or Asia in general. This has two significant implications. First, the U.S. would have to inform Russia or China of its intentions prior to initiating a strike from a submarine, if either of those two nations was not the intended target, which blunts the effectiveness of the strike. Second, the launch acts as a datum for the submarine itself. If the launch platform is also carrying nuclear weapons, the effect of launching a missile makes the entire submarine and its nuclear payload more vulnerable. Assuming that other nations have been informed of an intention to launch a strike from a ballistic missile submarine, this may afford a nation an opportunity to actually destroy the submarine. For these two reasons, it is unlikely that any U.S. president will execute a non-nuclear strike from an Ohio-class submarine on strategic deterrent patrol. En août 1983, se tenait à Erice, en Italie, une conférence sur les moyens technologiques pour bâtir la paix. Son président, Antonino Tchiki, y a montré quelles seraient, pour l'humanité et pour la planète dans son ensemble, les conséquences de l'entrée en scène d'une personnalité assez folle pour provoquer une confrontation thermonucléaire mondiale. Il rappela que l'histoire n'a jamais manqué de fous. Tôt ou tard, dans 10, 20 ou peut-être 100 ans, un fou émergera. Et quand ce fou entrera en scène, l'humanité subira la perte de centaines de millions de vies. 50% de la couche d'ozone sera détruite. La température moyenne de la planète chutera d'au moins 7 degrés. Et une très forte radioactivité empoisonnera l'atmosphère. Des montagnes de cendres recouvriront les vastes trésors accumulés à travers le monde par des siècles de travail et d'intelligence. En matière de guerre thermonucléaire, la décision ultime repose sur la personnalité des chefs d'État impliqués. Le choix des Américains d'être dirigés par Dwight Eisenhower a permis, grâce à sa gestion de la crise de Suez, d'éloigner la menace d'une escalade inévitable vers la guerre nucléaire. Avec John Kennedy comme commandant en chef,
les Américains ont désigné une personnalité dévouée au progrès et à la paix. Et c'est ce qui a guidé sa main dans les négociations avec Nikita Khrouchtchev, lors de la crise des missiles de Cuba, puis à Berlin, aboutissant à un accord interdisant les essais nucléaires atmosphériques. Aujourd'hui, les Américains ont choisi Barack Obama, qui dès le début de sa présidence mettait déjà en mouvement les instruments susceptibles de déclencher un holocauste nucléaire mondial. Obama, on his part, is clinically insane. His state of mind, as manifest, is that of a clinically insane person. And it's a clinical insanity of the Nero type. So therefore, he is in a mood and on a road toward his own self-annihilation, whether as a personality or even more drastic measures. That is coming. This man is a type who's capable of suicide. This may be the first clear suicide case in the U.S. presidency. He's in the direction of getting there. Whether he actually gets there, the fact remains he's now developing rapidly in that direction. Le peuple américain se rendra bientôt dans les urnes pour élire le prochain président des États-Unis. Des estimations et des rapports récents montrent que le déploiement de l'arsenal militaire américain, en particulier naval, atteindra son niveau maximum dans les prochains mois, avant que n'intervienne la fin de certaines missions ou les coupes de budget pour d'autres. Si une attaque devait être lancée, ce serait maintenant, dans les prochains mois. Si une attaque devait être empêchée, ce serait maintenant. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé, celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. وقضينا إلى بني إسرائيل
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre: par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. It's 1938 and Iran is Germany. It's 1938 and Iran is Germany and it's racing to arm itself with atomic bombs. השינויים האלה לא נעשו 50 שנה. 50 שנה. חוץ מפעם אחת. אריאל שרון, זיכרונו לברכה. סליחה. ייבדל לחיים ארוכים. ייבדל לחיים ארוכים. אבל הוא עשה דבר גדול מאוד. ואנחנו רוצים לעשות את הדבר המקביל כדי להביא הרבה דירות למדינת ישראל.